La cathédrale Notre-Dame du Havre est un lieu emblématique de la ville du Havre. Certes, mais un des moins mis en valeur et aussi le moins connu. Voici donc ce projet consistant à décrire cet édifice et à faire parler ce monument en quelques vidéos. Ce bâtiment est le lieu de culte le plus important de la ville et dans le pays de Caux, puisqu'il est le siège du diocèse du Havre. C'est aussi un lieu de culture et un lieu de patrimoine et d'histoire. Une chapelle Notre-Dame de Grasse donne son nom au marais dit de Grasse, vers le XIIIe siècle, site sur lequel sera fondé le port puis la ville du Havre de Grasse. En 1520, une chapelle Notre-Dame fut bâtie sur le site de l'ancienne chapelle, puis fut rebâtie en 1525. Suite à la croissance de la population, on décide la construction d'une grande église. En 1540, la tour est bâtie, mais le projet s'arrête là car les conflits religieux provoquent le gel du projet et la chapelle est partiellement détruite en 1562. En 1575, le chantier démarre. Mais les guerres continuant, les finances du chantier sont perturbées et la construction de l'édifice s'achève seulement qu'en 1636. Par la suite, l'édifice va vivre avec la ville les faits les plus marquants de son histoire, notamment les différents bombardements, la Révolution, puis la destruction de la ville lors des bombardements de septembre 1944. L'église, à moitié détruite, est rebâtie tout le long du XXe siècle et remise en état. Entre-temps, en 1974, l'église fut élevée au rang de cathédrale par le pape Paul VI. Nous aurons l'occasion de revenir sur certains détails de l'histoire de la cathédrale dans cette vidéo et dans les prochaines. Maintenant, intéressons-nous à un des points les plus commentés et la partie la plus reconnaissable, sa façade occidentale. Cette partie est la plus récente et elle est de style baroque et de style Louis XIII. Elle fut édifiée de 1608 à 1636. Ordonnée sur 2 niveaux d'élévation, elle possède 3 portails. Le premier niveau d'ordre ionique est limité à ses extrémités par un pilastre, cannelé et bagué, accompagné à proximité par un panneau décoré avec 2 petits cintres. Puis 2 colonnes sur piédestal à panneau, avec entre deux une niche décorée au-dessus et en dessous par des bas-reliefs très décorés avec notamment des têtes d'angelots. Puis le portail latéral, orné d'un fronton brisé par une fleur de lys et sur lesquels sont allongés des angelots, et un œil de bœuf sur lesquels sont appuyés les anges sonnants de la trompette. Ceci est une évocation de l'Apocalypse, le jugement dernier où les justes seront élevés jusqu'au ciel. Puis un nouveau couple de colonnes similaire à ceux commentés précédemment, sans le fronton cintré au-dessus de l'entablement. Au centre, le grand portail est orné d'un riche linteau et d'un tympan représentant la Vierge à l'enfant dans les nuées célestes et entouré d'anges. C'est une construction de 1827, remplaçant un tympan détruit pendant la Révolution. Seuls les anges en écoinçant tenant les rameaux de palmier sont d'origine. Dans le contexte de représentation de l'Apocalypse, c'est aussi le symbole de l'Église triomphante. Si nous le mettons dans le contexte historique, c'est le monument à la gloire du catholicisme triomphant à la fin des guerres de religion. Le dessus de cette première partie est terminé par un grand entablement avec architrave à 3 facettes, une frise lisse et une corniche ornée de denticules. L'élévation supérieure est moins richement décorée. C'est la partie de style Louis XIII, avec 2 couples de colonnes cannelées et non plus baguées, une impression de légèreté s'en dégageant. Au centre, une grande baie en plein cintre, vitrée, à 4 lancettes et se terminant par un système de lobes et de mouchettes. Les mouchettes, ce sont les lobes latérales se terminant par une forme pointue.
La corniche de l'entablement d'ordre corinthien et l'archivolte du grand fronton cintré sont ornées de modillons et de roses, cette fleur étant un des symboles de la Vierge Marie. Le tympan du grand fronton représente la Trinité sous forme de triangle dans une nuée céleste. Ce fronton fut exécuté en 1827, car la façade à peine achevée en 1636 se mit à pencher vers la rue. Le maçon Héroard la redressa, mais en prit peur et ce fronton ne fut pas exécuté en cette année. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on décida de la terminer. Sur les côtés, l'élévation supérieure retombe avec une série d'ailerons ornés de volutes et entrecoupés par une balustrade et des pots à feu. Notons que si cette façade est faite en majorité par la pierre de Caen, une pierre plutôt gris clair et tirant vers le brun, certains éléments sont en pierre issue des Bons Royaux, dans l'Oise, qui est une pierre de couleur plutôt jaune, et d'autres éléments en pierre de ville, qui est une pierre assez blanche. Cette façade est enfin flanquée sur le côté sud par une tour-clocher, édifiée de 1539 à 1540, et de style flamboyant et de la première Renaissance française. Au premier niveau, elle est ornée de petites baies à deux lancettes en arc brisé. Ces arcs brisés tiennent de l'art flamboyant qui est le gothique tardif, donc la dernière période de l'art gothique. La façade de la tour est structurée par des petites corniches qui continuent sur les massifs contreforts d'angle. En montant, nous y trouvons l'horloge et son cadran, puis un mur rythmé par un demi-pilier. Enfin, l'étage du beffroi, avec une fenêtre géminée en plein cintre avec croisée. Le plein cintre là tient de l'influence de l'art de la Renaissance. Pour finir, la terrasse avec balustrade pleine, les pinacles flamboyants et la petite flèche octogonale surmontée par une lanterne, abritant la cloche des heures datant de 1646. Il faut noter la pierre blanche de Vernon qui fut employée pour la tour, sauf certaines parties en pierre de Saint-Leu, qui est de couleur jaune sur des parties qui ont été un peu restaurées, retouchées. Il faut noter que cette pierre de Saint-Leu, elle est plus connue notamment pour avoir donné à la tour de beurre de la cathédrale de Reims son nom, lié à la couleur jaune. Cette tour est aussi marquée par les stigmates des différentes guerres, notamment celle de 1562. Sa grande flèche et un étage furent détruits. La tour fut abaissée car celle-ci abritait des canons ayant une très longue portée. Et ces canons ont permis aux Anglais qui avaient pris la ville de bombarder les troupes françaises qui assiégeaient la ville. Il y a eu aussi des tirs d'arquebuses qui ont marqué la pierre. Enfin, cette pierre est aussi marquée par des impacts liés aux débris qui ont été causés par le bombardement de septembre 1944. Cette partie de la cathédrale est en très mauvais état. La pierre est très érodée, abîmée par le sel, les déjections d'oiseaux, la mousse et la végétation qui poussent, et aussi la pollution qui abîme et noircit la pierre. Des infiltrations ont aussi causé de grandes fissurations, aussi bien à l'intérieur des murs qu'en surface. Certaines de ces fissures communiquant avec de très anciennes lézards de la tour, on a été obligé de mettre sous surveillance très rapprochée tous ces désordres. Des travaux commenceront en mois de mai 2018 afin de restaurer et de remettre en état cette partie de la cathédrale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la partager et mettre un pouce bleu.